Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se parle de matériel photo et plus particulièrement de sans miroir chez Nikon. Comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne YouTube de manière régulière, j'ai récemment fait le saut à 100% dans le sans miroir. Donc j'ai tout vendu, mes DSLR, tous mes réflexes, et je me suis tourné vers le sans miroir de chez Nikon. Donc je suis allé chercher le Z6 II et le Z7 II. Donc aujourd'hui, je réponds à la question: est-ce que ça vaut la peine de faire le changement du réflexe vers le sans miroir chez Nikon? Pourquoi j'ai fait le changement du réflexe vers le sans miroir? Donc il y avait beaucoup d'aspects des boîtiers sans miroir qui m'intéressaient, et c'était beaucoup aussi pour suivre un peu la vague technologique, parce que je donne beaucoup d'ateliers, je donne des cours photo, et j'avais pas le choix de me tenir aussi au courant des dernières avancées. Donc c'est une des raisons principales qui m'ont fait aller vers le sans miroir. J'avais pas nécessairement besoin d'aller vers le sans miroir, j'avais pas de boîtier qui avait brisé ou de bris justement qui me poussait à acheter du nouveau matériel. C'est vraiment le fait pour me tenir au fait de la technologie, et il y avait beaucoup d'aspects qui m'intéressaient beaucoup sur les sans miroirs. On va voir un peu qu'est-ce que j'aime chez les sans miroirs et qu'est-ce que j'aime pas, mais il y avait quand même toutes ces caractéristiques qui m'ont fait pencher vers le sans miroir par rapport au DSLR. D'abord, dans le choix du boîtier, le premier boîtier que je suis allé chercher, c'était le Z6 II. Pourquoi j'ai choisi le 2 par rapport au 1? En fait, la majeure différence entre les deux, c'est juste au niveau du processeur. Donc au niveau du capteur, la qualité d'image, les menus, la taille du boîtier, c'est exactement la même chose. C'est vraiment au niveau du processeur. Donc il y a une capacité d'analyser l'information qui est plus grande. Donc on a la mise au point qui est plus performante selon Nikon. Je vais vous parler un peu de mon vécu à ce propos. Et donc c'est ce qui m'avait fait pencher vers le Z6 II, et également le fait que je pouvais utiliser mes cartes SD, tandis que dans le Z6 I, on a seulement une carte CF Express, et dans le Z6 II, on a une carte SD et une carte CF Express. Donc, j'avais pas besoin d'investir dans des cartes CF Express dès l'achat de mon boîtier. Donc, ça a été un bon élément qui m'ont fait aller vers le Z6 II. Et également la présence d'un vrai batterie grip. Chez Nikon, donc la première série de Z, donc pour le Z6 et le Z7, on avait un batterie grip qui permettait de mettre deux batteries, mais on n'avait pas de déclencheur ni de roulette ici à la verticale, ce qui était vraiment pour moi vraiment un gros turn-off. Donc ça me rebutait, parce qu'en fait, j'utilise un batterie grip non pas pour mettre deux batteries, mais vraiment pour photographier à la verticale. Donc pour moi, ça marchait pas d'aller chercher un batterie grip, par exemple, qui n'avait pas de déclencheur sur le mode vertical, le mode portrait. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques qui m'ont fait aller vers le Z6 II par rapport au Z6 I. Je suis d'abord allé vers le Z6 II plutôt que le Z7 II. Bon, pour une question de prix, entre autres, je voulais voir si j'allais aimer le sans miroir. Est-ce que j'allais m'adapter facilement au sans miroir? Donc ça, c'était la première chose. Et aussi, j'avais toujours mon D810 que j'utilisais de manière assez fréquente. Et donc, ça couvrait la plage de boîtiers pour le paysage, avec une grande densité en pixels, un grand nombre de mégapixels. Donc, je cherchais vraiment plus une caméra qui allait faire de l'action, comme le fait si bien le Z6 II. Donc j'ai acheté le Z6 II en décembre de l'année dernière, et en juin dernier, je suis allé chercher le Z7 II pour, entre autres, un mandat que j'avais cet été. Et c'est ce qui a vraiment cloué le clou dans le cercueil du DSLR, dans ma pratique de la photographie. J'ai beaucoup aimé travailler avec le Z6 II. J'ai trouvé que c'était une machine qui était plutôt performante. Il y a certaines lacunes, il n'y a pas de boîtier parfait, mais ça reste quand même que c'était une machine qui répondait à mes besoins. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé finalement de faire le saut vers le sans miroir complet avec le Z7 II dans ma gamme de boîtiers que j'utilise. Il faut savoir que Nikon ont été assez actifs sur les mises à jour des boîtiers. Donc les firmware ont été fréquemment mis à jour pour augmenter les capacités au niveau de l'autofocus, et notamment la mise à jour du firmware qui a eu lieu en avril 2021 a vraiment été un gros plus. Donc le boîtier est devenu beaucoup plus performant, notamment avec la mise au point sur les animaux, la détection de l'œil, qui est devenue vraiment plus performante qu'elle ne l'était lorsque le boîtier est sorti sur le marché. Qu'est-ce qui m'a fait aller vers le sans miroir réellement? Bon, il y a plusieurs éléments
qui m'ont fait aller vers cette nouvelle technologie. Entre autres, la visée dans le viseur électronique, donc de voir exactement l'exposition qu'on est en train de prendre, de ne pas avoir à prendre la photo, regarder l'exposition par la suite. Ça, c'est vraiment un très, très gros plus. Vous savez, en photographie animalière, les conditions bougent extrêmement rapidement, soit au niveau de la lumière ou du positionnement aussi de notre animal, qui peut être dans un endroit qui est très éclairé, après ça, il est en forêt, il est au-dessus dans un arbre. Donc, en ayant l'histogramme même directement dans le viseur, bon, il n'y a plus aucune raison d'avoir une photo qui est sous-exposée ou surexposée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré chez les sans miroirs. Bon, je sais que c'est présent depuis plusieurs années chez d'autres fabricants, mais chez Nikon, ça fait pas super longtemps qu'on a accès à des boîtiers sans miroir. Et donc ça, c'est vraiment un gros plus que j'ai vraiment aimé chez les sans miroirs et qui m'ont conduit un peu vers le switch vraiment complet pour laisser le DSLR derrière. Je sais pas combien de fois ça m'est arrivé, entre autres avec mon D4S, de prendre des photographies et de pas être sûr si j'avais fait les bons réglages parce que ça arrivait trop vite. Et donc maintenant, ça c'est complètement derrière moi. Des erreurs d'exposition, ça n'arrive à 99,9% plus jamais. Comme vous savez, j'avais l'habitude de travailler avec un D4S, donc un boîtier professionnel qui est extrêmement bruyant. Et donc, de passer vers le sans miroir avec soit le shutter mécanique ou même le shutter silencieux, c'était toute qu'une différence au niveau du bruit. Et donc, je partais vraiment une mitraillette qui avait un bruit vraiment qui était super fort. Et maintenant, je suis avec des boîtiers qui sont beaucoup plus silencieux. Donc, quand on photographie de la faune sauvage, ça, c'est vraiment un aspect qui est super important parce qu'on ne veut pas nécessairement déranger l'animal. Il y a certaines espèces ou certaines situations où ça ne dérange pas du tout de faire du bruit, mais il y a d'autres situations, spécialement lorsqu'on fait de l'affût, où on ne veut pas avoir un gros bruit de déclencheur parce qu'on ne veut pas signaler notre présence aux autres animaux. Et donc, à ce moment-là, le shutter silencieux ou même le shutter mécanique sont tellement silencieux comparativement au DSLR que ça a été un gros plus pour faire le changement vers le sans miroir. Également, un point positif, c'est la rafale. Donc, sur le Z6 II, on allait chercher 14 images secondes en RAW compressé 12 bits. Donc, il faut avoir quelques petits compromis au niveau de la compression. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande fortement d'aller voir ma vidéo où je compare les modes de compression avec le Z7 II et vous verrez que la différence n'est vraiment pas énorme. Donc maintenant, je photographie uniquement en mode RAW compressé 12 bits. Et donc, je peux aller chercher 14 images secondes avec le Z6 II et 9 images secondes avec le Z7 II. Et donc, avant, mettons, avec un D850, là, pour aller chercher autant de rafales, il fallait acheter le batterie grip, la batterie du D5, et avec le chargeur et tout. Donc, c'était extrêmement compliqué. Donc, maintenant, c'est directement dans le boîtier. Parlant de ce qui se passe dans le boîtier, maintenant, ces boîtiers-là sont stabilisés. Donc, on a une stabilisation sur le capteur. Donc, c'est le capteur qui va osciller pour stabiliser l'image. Et ce qui veut dire que si vous avez un objectif qui n'est pas stabilisé, maintenant, vous avez accès à la stabilisation. Donc, ça, c'est super. Et si vous avez un objectif qui est déjà stabilisé, là, vous avez un axe supplémentaire qui s'ajoute à la stabilisation horizontale et verticale qui est faite dans l'objectif. Et donc, à ce moment-là, on peut aller chercher encore plus des vitesses qui sont lentes pour aller chercher, pour avoir une certaine netteté aussi sur notre image. Et vous le savez, en photographie animalière, on va souvent photographier dans des zones, dans des situations où la lumière est très faible. Et donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc d'avoir accès à une bonne stabilisation, bien performante, c'est vraiment un aspect qui me fait beaucoup changer d'idée par rapport au sans miroir. Ensuite, le suivi de la mise au point sur le sujet. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait parce qu'il y a beaucoup de situations quand même où c'est extrêmement difficile de garder notre collimateur sur notre sujet, sur l'œil de notre sujet. Et par exemple, si on fait des oiseaux en vol, des animaux qui se déplacent rapidement, et à ce moment-là, avec les boîtiers sans miroir, on a maintenant une espèce d'intelligence artificielle qui va détecter les yeux et notre sujet principal. Et ça, ça fait vraiment en sorte qu'on n'a plus vraiment à se soucier de faire la mise au point en fait sur notre sujet. On peut vraiment se concentrer sur notre cadrage et notre composition. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et c'est pas parfait sur cette série-là. Nikon a sorti le Z9 qui a l'air vraiment performant au niveau du suivi du sujet et de la mise au point. Mais
moi, j'ai fait plusieurs situations, entre autres avec les caribous, où on avait un grand mâle lorsque je suis allé à Terre-Neuve. On avait un grand mâle qui pourchassait les jeunes caribous mâles. Et à ce moment-là, ben, l'autofocus accrochait super bien sur le mâle et j'ai réalisé des images que j'aurais pas nécessairement réalisées si j'avais utilisé un boîtier, un DSLR traditionnel comme j'avais il y a pas si longtemps. Et notamment parce que les sujets ont des mouvements qui sont très erratiques et qui bougent un peu dans toutes dans toutes les directions. Très difficile à venir évaluer et à venir prévoir. Et également, si on a d'autres sujets qui passent devant notre collimateur et tout ça, et ça fonctionne relativement très bien. En fait, même, je pourrais dire, ça fonctionne très bien, ça pourrait être mieux, mais dans la situation actuelle, pour moi, ce que je fais, c'est vraiment très bien. J'ai fait également des séquences avec des renards, entre autres, et des renards en mouvement qui étaient en train de courir et la mise au point ne décroche jamais. Des fois, un petit peu off, mais sur l'ensemble des images, j'ai fait des séries de 30-40 images et il y en a peut-être 2 ou 3 sur le lot qui sont légèrement hors focus, donc c'est quand même assez performant. Entre le Z6 et le Z7, j'ai quand même trouvé que le Z6 était un petit peu plus performant, quoique la taille des collimateurs elle est plus petite sur le Z7, et donc ça permet d'être un peu plus précis aussi au niveau de la mise au point. Justement, au niveau de la taille des collimateurs, sur le Z6, ils sont relativement gros. Sur le Z7, c'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même que sur le Z6, si on a des petites brindilles ou un avant-plan qui est très présent, des fois c'est difficile d'aller chercher la mise au point de manière très précise sur notre sujet. J'aimerais avoir la taille des collimateurs du Z7 sur mon Z6. Je ne sais pas si c'est une question uniquement de logiciel, mais je pense que ça serait assez intéressant d'avoir des collimateurs plus petits à l'avenir. Le Z7 a plus de points de collimateur, donc c'est probablement ce qui fait en sorte que les collimateurs sont plus petits. Le Z6 en a un petit peu moins. Mais est-ce que c'est juste une question de logiciel? Je ne le sais pas, mais je pense que ça pourrait être assez intéressant dans les prochains modèles d'aller chercher justement des collimateurs qui sont plus petits, donc et forcément plus précis. Une autre caractéristique que j'aime particulièrement, c'est la qualité de la mise au point sur le Live View, donc sur l'écran arrière. Sur les DSLR, c'était très laborieux parfois de faire la mise au point avec l'écran arrière, tandis que maintenant sur l'écran arrière ou dans le viseur électronique, c'est exactement la même mise au point, donc les deux sont aussi performantes. Et à ce moment-là, c'est vraiment facile de faire la mise au point lorsqu'on est dans une situation un peu précaire où on tient l'appareil dans une position qui n'est pas hyper confortable. Donc ça marche assez bien à ce niveau-là. La qualité de la vidéo est bien évidemment très bonne sur les séries Z, on peut filmer en 4K. Et donc à ce moment-là, moi pour mes vidéos, ça permet de faire des crops aussi à l'intérieur de mes propres vidéos. Donc ça c'est super intéressant. Et également la durée de vie des batteries qui est assez performante pour typiquement juste de la photographie avec une batterie EN-EL15C. Donc on est passé jusqu'à le dernier modèle de batterie, c'est le modèle C. Et donc, je peux faire environ 1600 à 2000 photos avec une température autour de moins 5 degrés Celsius. Donc, on est loin, en fait, du 400 photos qui est listé même sur le site de Nikon. C'est sûr que ça va dépendre beaucoup de est-ce que vous utilisez la stabilisation, est-ce que vous utilisez beaucoup l'écran arrière, regardez-vous beaucoup vos photos et tout ça. Donc il y a une panoplie de facteurs qui font en sorte que ça peut affecter la durée de vie des batteries. Mais bref, c'est vraiment pas si pire que ça. Et même, je fais le même nombre de photos que je faisais par exemple avec mon D500 par le passé, et même j'en fais même plus. Donc les batteries sont rendues très performantes. Et on est loin vraiment de ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années dans le sans miroir. Je vous ai parlé des points positifs qui m'ont fait aller vers le sans miroir, mais il y a quand même quelques petits points négatifs. Donc le premier, c'est vraiment au niveau de l'ergonomie. C'est des boîtiers qui sont assez petits. Donc moi, j'ai quand même des grandes mains. C'est pas si grand que ça quand même. Mais bref, quand je prends le boîtier, j'ai toujours un petit doigt ici qui est dans le bas. J'avais déjà parlé de ça dans une revue de mon Z6 par le passé. Et donc de photographier une journée complète, spécialement lorsque je mets le 400 mm, qui est très lourd et qui pèse, vraiment à la fin de la journée, j'ai même mal aux doigts, j'ai mal aux mains, étant donné que j'ai pas une bonne grippe sur le boîtier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tanne sur
ces boîtiers-là, moi, je n'allais pas vers le sans miroir pour avoir un boîtier qui est nécessairement plus léger et plus petit. Euh, donc ça, je pense que j'aurais aimé avoir justement encore une ergonomie qui ressemblait un peu à un D800, D810. Si vous avez déjà utilisé les boîtiers un peu plus semi-professionnels de chez Nikon, c'était des formats qui étaient très intéressants. Et également pour les boutons qui sont à l'arrière, j'aurais aimé ça avoir des boutons. Donc ils sont pas mal la même taille, même un petit peu plus petits que ce qui se faisait avant. Ils en ont enlevé beaucoup. Spécialement lorsqu'on va photographier l'hiver, je ne veux pas avoir à aller taponner dans les menus avec le touchscreen, avec les gants, c'est extrêmement laborieux. Je veux avoir mes fonctions qui sont disponibles sur un bouton assignable. Donc à ce moment-là, je pense que ça serait intéressant d'aller. Je pense qu'avec le Z9, ils sont un peu allés rechercher ça aussi, une ergonomie un peu plus typiquement DSLR, tandis que les sans miroirs, souvent, historiquement, ça a été beaucoup les caractéristiques vendeurs de ça. C'était petit, c'était léger et tout ça. Mais c'est pas nécessairement ce que tout le monde recherche aussi. Donc moi, j'aime ça avoir un gros boîtier qui ait une bonne pogne dessus. Et même avec la batterie griffe, c'est un petit peu moins pire, mais ça reste quand même que je trouve que l'ergonomie est pas superbe. Le boîtier est drôlement balancé, spécialement avec un objectif comme le 400 mm devant. Et le batterie grip aide un peu, mais le batterie grip est très dispendieux aussi, donc j'en ai acheté juste un. J'en ai pas acheté un pour chaque boîtier parce que le batterie grip est comme 700-800$ au moins. Mais bref, ça aide un peu, mais ça reste quand même que l'ergonomie, la prise en main, c'était beaucoup mieux chez les DSLR et j'espère que dans les prochains modèles, ça va être réglé éventuellement. Un autre petit truc qui est un peu tannant sur les boîtiers, donc le Z7, le Z6 II et le Z7 II, c'est que lorsqu'on utilise un mode d'autofocus qui n'est pas un seul collimateur, ben à ce moment-là, on réduit la rafale. Donc si mettons on utilise un mode de suivi 3D, suivi du sujet, détection de l'œil et tout ça, et ben là à ce moment-là, on vient baisser la rafale. Donc ça, c'est pas super intéressant parce que bon, on veut avoir le. Personnellement, lorsque je fais des animaux qui sont en mouvement, justement, où est-ce que je vais utiliser le tracking, je veux avoir le plus de rafales possible pour bien figer le mouvement, puis aller sélectionner vraiment l'image avec le mouvement, le mouvement le plus parfait, le mouvement que je veux, et le positionnement des pattes, la bouche, les oreilles et tout. Et donc ça, ça prend de la rafale pour ça. Donc c'est un peu bête d'avoir à changer un mode, donc utiliser soit un seul collimateur va avoir plus de rafales ou à ce moment-là d'utiliser un mode de tracking et de devoir faire un compromis au niveau du nombre d'images par seconde. C'est pas la fin du monde, mais quand même ça serait intéressant d'avoir au moins de ne pas avoir de diminution selon le mode de focus qu'on utilise. Un autre petit problème d'ergonomie qui est vraiment, mais vraiment tannant chez Nikon. Et donc, je vais prendre le boîtier ici et dans le fond, si on le regarde un peu à la verticale comme ça, on voit ici que l'assise de la main ici est un peu bosselée, donc pour que ça soit confortable. Mais ça ici, c'est le porte-carte. Et donc, je ne sais pas combien de fois j'ai accroché le porte-carte. Et là, à ce moment-là, je me retrouvais avec les deux fentes pour les cartes mémoire ouvertes. Donc là, c'est pas encore arrivé vraiment l'hiver, mais là, avec l'hiver, avec la neige ou sous la pluie, ça, c'est vraiment bête. Donc, en fait, ici, il aurait peut-être fallu que ça soit juste à la limite un peu moins confortable pour la main, mais au moins que le porte-carte ne sauve pas constamment. Donc des fois, j'ai l'appareil en bandoulière avec une strap et là, ça s'accroche sur ma cuisse et là, le porte-carte ouvre et j'ai toujours peur éventuellement de briser justement parce que ça pourrait s'appuyer d'une manière avec une certaine force. Et donc ça, c'est vraiment, je pense que ça pourrait quand même être à revoir ou d'avoir au moins un loquet ou quelque chose qui barre la petite porte des cartes mémoire. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas grand chose, mais ça fait quand même que sur le long terme, ça peut être un peu tannant au niveau de l'ergonomie du boîtier. C'est pas mal ce qui fait le tour pour mon appréciation des boîtiers sans miroir. Donc, est-ce que je recommande de faire le switch vers le sans miroir chez Nikon? Oui, je vous le recommande. Est-ce que je vous recommande de complètement délaisser donc le DSLR derrière vous? Peut-être pas. Si vous avez à changer de boîtier de toute manière, toute la technologie de tous les fabricants s'en va vers le sans miroir, donc aussi bien investir dans un sans miroir. Je ne vous dirais pas nécessairement de tout vendre pour passer au sans miroir, mais si vous avez un achat à faire, si vous avez un move à faire avec votre matériel photo, je vous recommande fortement le sans miroir Nikon. C'est beaucoup plus performant que ce que ça a déjà été et la qualité d'image est là, la qualité de la mise au point est là. Donc c'est vraiment des boîtiers qui sont assez performants,
Une mise au point pourrait être mieux, mais c'est quand même déjà très bien. C'est des boîtiers avec une qualité d'image pro, une bonne montée en ISO, surtout sur les Z6 II, sur les Z7 II, c'est pas mal aussi. Mais c'est vraiment des boîtiers qui vont vous offrir une bonne qualité d'image et une bonne qualité de boîtier en général. C'est ce qui fait le tour pour cette vidéo. Si vous possédez l'un de ces boîtiers, j'aimerais beaucoup connaître votre appréciation. Vous pouvez la laisser dans les commentaires, je suis super intéressé à vous lire. Et ben nous, on se voit à la prochaine capsule vidéo, sortie photo, truc photo, matériel photo. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais abonnez-vous pour ne rien manquer. Et nous, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!